Top, et ben Clara, merci beaucoup d'être venue jusqu'ici chez Norscan pour enregistrer cet épisode avec moi. Merci à toi, merci pour l'invitation. Et ben de rien. Je vais te réexpliquer un peu le programme, même si je te l'ai expliqué un petit peu avant, mais comme ça, si des gens nous écoutent pour la première fois, ils comprendront un peu mieux. On va parler aujourd'hui avec toi d'intelligence artificielle, c'est toujours le cas sur The Tech Generation, et de marketing, qui est un peu plus ton domaine à toi. On va essayer de réunir ces deux domaines. Je vais te poser une question d'abord comme si j'étais un petit enfant de 10 ans, ensuite comme si j'avais un peu grandi et que j'avais une vingtaine d'années, et enfin plutôt comme un adulte de 40-50 ans. Ensuite on parlera de toi quand même pour comprendre un peu ton parcours, ton chemin, tout ce que tu as fait, et on terminera avec la petite question spéciale de ce podcast qui est autour de l'impact. Est-ce que ça te convient ? Écoute, ça me va très bien. Trop hâte de commencer et voir ce que ça donne. Top. Notre conversation. Est-ce que tu peux peut-être quand même pour démarrer, pas trop, parce qu'après on va reparler de toi vraiment, mais en 3 mots nous expliquer qui tu es de manière très générale, et ensuite on reviendra sur ton parcours. Bien sûr. Donc, moi, c'est Clara. Je suis directrice de marketing et aussi espagnole. Donc, je vécu pas mal entre Paris et Barcelone. C'est ce qui explique que je parle français avec un tout petit accent. Et toute ma vie, j'étais quelqu'un de très créative. Et même si je commençais mon parcours en sales, j'ai vu vite fait, très rapidement, que le marketing, c'était le mien. Et c'est là où je me suis commencée à intéresser au marketing, la tech. J'ai fait un peu mon parcours. Ok, trop bien. Bon, on reviendra tout ça là-dessus. Et petite chose aussi, je sais plus si je l'ai dit, mais petite surprise, je sais pas si tu t'en rends compte, mais en fait, tu es en train de parler en 3 langues. Parce qu'on enregistre en français, mais on sortira aussi le podcast en anglais et potentiellement en espagnol. On verra ce que ça donne. Parce qu'on va se servir d'Eleven Labs au moins pour l'anglais pour sortir le podcast aussi en anglais. Chouette, hein, quand tu veux, on fait ça. Et l'espagnol, on verra ce que ça donne, parce que ce sera peut-être un peu bizarre d'avoir une fausse toi qui parle espagnol. On fera un test et si on est convaincu, on le sortira. On verra ce que ça donne. Du coup, c'est le moment où je rajeunis. Et donc, j'ai une petite dizaine d'années, Clara. Et à 10 ans, on ne pose pas encore ces questions, quoique. Mais je me demande en quoi le marketing va tout changer dans l'intelligence artificielle. Donc traditionnellement, c'est le... Non, pardon, excuse-moi, on refait. En quoi l'intelligence artificielle va tout changer au marketing, c'est plus logique dans ce sens-là, mieux que les deux marches. Et donc, à 10 ans, c'est des concepts encore assez flous. Et c'est le moment où on peut faire un peu de pédagogie. Est-ce que tu peux m'expliquer ça dans les grandes lignes déjà ? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il est en train de tout changer. Et par exemple, il y a des gens qui ont peur. Et moi, je me dis, c'est le moment de tester. Tu vois, par exemple, c'est le moment de tester comme tu disais, à quoi ça donne de traduire une chose avec IA ou créer des vidéos avec l'IA. Même maintenant, je viens de faire une image avec mon téléphone et j'étais étonnée. Je voulais juste inclure dans mon salon quelques meubles et c'était hyper réel. Personne n'a pensé que c'était une image, que c'était pas chez moi. Donc même maintenant, il commence à sortir de vidéos complètement faites avec les IA et c'est des choses qui sont chouettes. Donc ça nous aide énormément, mais pas justement dans la création de contenu qui c'est le plus visible. Tout le monde dit putain si j'étais bon. tout le monde fait pareil, il y a aucun problème. Tout le monde dit je vais perdre mon job, qu'est-ce que je peux faire, etc. Je pense pas que c'est le cas. Moi où je vois une évolution très forte, c'est comment on analyse les chiffres. Le marketeur, on n'est pas fort sur les chiffres. Moi, je suis très contente de dire que oui, c'est quelqu'un de très analytique, mais quand même, ça m'aide énormément. Je pose une question à l'IA et elle me répond tout ce qu'il faut. Par exemple, c'est quoi les différences, le bloc le plus percutant, qui a même beaucoup plus de démons par canal. Il te sort ça dans 2 minutes. Quand moi, potentiellement, je passe une demi-heure à analyser la data, faire un pivot table ou tout changer, tu vois. Donc, elle est en train de tout changer petit à petit et c'est ce qui est chouette, c'est que tous les semaines, il y a un truc nouveau à essayer dans un nouvel axe. Et du coup, est-ce que justement, donc là, je comprends, je me remets dans la peau de ce petit garçon de 10 ans et donc je comprends que ça va te faire gagner toi beaucoup de temps en tant que marketeuse. Mais d'abord, est-ce que finalement tu peux me redéfinir un peu, me donner une définition générale du marketing ?
Bien pour que sûr. ça puisse me planter un peu le décor et puis après que je puisse encore un peu mieux me représenter pourquoi ça va changer. Le marketing, c'est l'art de, de te faire vouloir un objet ou changer ta façon de penser, de te mettre une idée dans ta tête. Et pourquoi l'IA, ça va nous aider à évoluer et à peut-être à changer tes opinions et ta façon de penser. C'est parce que grâce à l'IA, on peut arriver à mieux comprendre et aussi beaucoup plus rapidement c'est ce que notre client ou cet enfant qu'on a en face, il veut. C'est beaucoup plus facile d'arriver beaucoup plus rapidement. Il y a des gens, souvent, la semaine dernière, ils me disaient l'IA va faire que nous, on parle comme des robots, qu'on parle aux bots. Oui, peut-être, mais pas forcément. Et moi, j'y suis dit à chaque fois, c'est potentiellement en disant l'IA va changer la façon qu'on a travaillé, mais la stratégie et l'esprit critique, il faut qu'il y ait là. Et le marketing, il va toujours être là pour s'assurer qu'on est différent et qu'on ait choisi l'entreprise ou à partir en vacances. Ou même moi, j'ai dit, tout le monde fait marketing tous les jours. Moi, je dois convaincre à mon partenaire de faire X, faire Y, partir en vacances. Donc, tout le monde doit se battre pour ses idées. Et le marketing, c'est un peu la cerise sur le gâteau qui fait choisir l'un ou l'autre, on dirait. Ok. Du coup, si je t'écoute, je me dis, je comprends que le marketing, c'est ce qui va, on va faire exprès de prendre des gros sabots, ce qui va me manipuler pour que j'achète un produit X ou Y. Tout à fait. Et l'intelligence artificielle va décupler ta puissance pour me manipuler, du coup. Un peu, ouais. Souvent, il te pose Apple comme un bon exemple, miracle. Mais écoute, pourquoi tu as 5 paires de baskets qui sont Nike ou Adidas? C'est la manipulation, tout c'est la manipulation, tu vois. Donc ton métier est très mal alors. Oui, il y a une grande partie psychologique dans mon métier. Et aussi un sujet très marrant qui aujourd'hui on voit beaucoup, surtout dans une entreprise tech, c'est que marketing c'est leads. Et tout le temps on dit est-ce que cette campagne quand on lance le métro ça nous amène de leads, ou le post sur LinkedIn leads? Déjà non. Moi quand j'ai fait une campagne au métro de Paris, au métro de Barcelone, ou même tous mes posts LinkedIn, c'est ce que je cherche, c'est les émotions, m'assurer que cette personne s'engage avec mon post, ma campagne. Il y a une grande partie psychologique, comprendre ce qu'il veut le client et comment y arriver et créer cette appartenance, mais c'est aussi cet réconfort. Au moment où tu dis je m'achète ça parce que je sais que c'est bien, parce que c'est avec mes valeurs et parce que je veux faire partie de cette communauté. Et c'est ça où on y va. Nous, on va vraiment dans les émotions et le bien-être de la personne te faire sentir différent et bien avec toi-même. Justement, ça me fait penser à quelque chose, mais peut-être que tu sais quoi, je vais grandir pour ma deuxième question. On va dire que j'ai été bercé au marketing à ton contact, Clara, et puis naturellement, arrivé à une vingtaine d'années, je suis premier job ou en stage et j'arrive dans ton équipe. Je commence, comme je suis curieux, je commence par te poser une question. C'est quoi les différents types de marketing? Parce qu'au final, là, je parle avec toi et je me dis... moi, je me rappelle très bien, quand j'étais en école de commerce, pour moi, le marketing, c'était la communication, le visuel, l'image, etc. Maintenant, lorsque je parle avec des fins marketeurs, finalement, on parle beaucoup de data. Aujourd'hui, on entend énormément parler de growth. Bref, il y a plein de choses différentes. Est-ce que tout ça, c'est un seul et même métier ou est-ce que c'est plusieurs métiers? C'est plusieurs métiers, on dirait. Et aussi, ça dépend de quel type de marketing tu fais. Il te faut une personne ou une autre. Et moi, si tu viens d'arriver à mon équipe, quand j'aime bien raconter à quelqu'un qui arrive junior dans ton équipe, c'est que le marketing, c'est un parcours. D'abord, on va créer plein de visibilité, plein de bruit pour amener les gens et capter l'intérêt de ces gens-là. Ça peut être, par exemple, une campagne au métro, sponsoriser un café pendant 3 jours avec tout ton branding et t'assurer que tout le monde qui passe, il voit Technation ou je sais pas, n'importe quelle marque. Et là, la personne, il va pas t'acheter tout de suite, mais il va dire voilà, il y a Jérémy là, il était chouette, très sympa. Et toutes ces personnes, il faut le nourrir et continuer à donner le bon contenu au bon moment.
Donc d'abord, on sait que tu es Jérémy, on sait que tu t'intéresses au tech. Donc on va te commencer à fournir des documents, par exemple un webinar, un e-book, et plein de choses qui t'intéressent sur le sujet qui t'intéresse. Ça, ce serait le brand marketing? Brand marketing, c'est surtout au début, mais le brand marketing, il t'accompagne parce qu'il faut que ton message, c'est toujours le même. Mais oui, c'est beaucoup de communication, la première partie. Communication, et c'est ce qu'on appelle public relationships. Et après, c'est le contenu, au middle of the funnel qu'on appelle. C'est le contenu qui fait la différence et qui commence à amener sur ton marché et sur le sujet qui t'intéresse. C'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Ouais, tout à fait. Typiquement, moi, chez The Tech Nation, pour ne pas... Parce qu'il fallait choisir ses combats et pour ne pas avoir besoin de trop développer la partie sales, j'ai choisi un peu involontairement, mais j'ai choisi de mettre le paquet sur le contenu, les events et autres. Et en fait, on se rend compte que ça marche. Je ne sais pas si ça, c'est une méthode de marketing, du coup. Ouais, c'est une méthode de marketing. Disons que maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce sujet et qui écoutent ce podcast parce que ça les intéresse à apprendre et avoir cette voix d'autorité et apprendre de quelqu'un qui a les connaissances qu'ils n'ont pas. Donc, c'est important que tu es toujours quand tu fais ce podcast, tu te dis ça c'est mon objectif, ça ma vision et mes valeurs. Et tu dois toujours continuer à suivre, faire ce que tu crois et que tu penses que c'est le bon chemin, même s'il y a beaucoup de gens qui vont faire virer à droite, à gauche, etc. Ça c'est clair. Il y a pas mal d'exemples. Par exemple, il y a un exemple très espagnol de Mango je l'ai étudié à Harvard quand j'étais là-bas et je disais un exemple espagnol et après j'ai dit que c'était une grande catastrophe et j'étais trop triste parce que Mango à l'époque il a lancé une marque pour Curviline, on disait, qui s'appelle Violeta et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit on va ouvrir une marque, on va la lancer comme ça. Sauf que non, le boutique, il n'y avait pas de clients, personne n'y passait. Ils ont même la marque Mango, elle était tout attachée à Curviline et pas la clientèle qu'ils avaient à l'époque. Donc pour te dire que faire une marque, c'est pas juste la lancer. Il faut que tu te dis, il faut suivre ton chemin et savoir c'est ce que tu veux. Parce que la grande erreur de Mango, c'était pas juste lancer Violeta, mais après enlever cette marque. Parce que c'était aussi très confus pour le clientèle. T'imagines, tu lances en chose et 3 ans plus tard, tu l'enlèves. Moi, je me rappelle de Violeta. Donc, les gens, ils étaient un peu perdus. Donc, c'est vrai que potentiellement, ils étaient censés l'éliminer. Peut-être, j'en sais pas. Mais c'est vrai que quand tu fais une stratégie en 3 années, tu fais un virage complètement 360, ta marque, elle est quand même aussi impactée. Donc c'est bien que tu as tes idées claires et tu suis ton projet. Et c'est ça où moi, quand je parle avec des entrepreneurs, je suis un peu jalouse quand je vois qu'ils croient fortement dans son idée, ses valeurs et qu'est-ce qu'ils ont en face. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup plu quand j'ai commencé à bosser chez Bar Market parce qu'on était 17 personnes. Et même moi, quand j'ai pitché... C'était quoi Bar Market avec mes parents? Je me souviens, j'avais 24 ans, ils me disaient non, mais là, ça fait pas de sens. Mais je voyais Thibaut, Quentin et Vianney qui étaient très sûrs, les 3 fondateurs de ce qu'ils faisaient. Et j'étais genre, allez, on y go. Tu vois, et finalement, donc tu dis que finalement, le meilleur marketing, c'est d'y croire sincèrement, quoi. C'est d'y aller de foncer. Ouais. Et c'est ce qui est vrai, c'est vrai que c'est souvent là. Parce qu'on n'est pas de menteur, je n'ai pas dit menteur, je dis manipulateur. Mais surtout quand on est manipulateur, moi je manipule pour des idées que j'y crois et je m'y batte, tu vois, mais pas des tyrans. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais un concept que j'aime beaucoup, c'est la manipulation positive. Je sais pas si c'est pareil en espagnol, mais en français le mot manipulation il est très galvaudé, il est vu comme très négatif. Nous aussi, malheureusement, c'est vrai. Et tu vois, moi je me rappelle très bien, c'est dans mon ancien boulot quand je formais des sales juniors, j'expliquais souvent ce principe de manipulation positive et je disais la manipulation elle n'est pas forcément négative. Le pompier qui va convaincre celui qui veut se suicider de ne pas sauter par le balcon, il va manipuler, c'est une manipulation positive. Alors c'est facile de s'auto-donner ce genre d'exemple quand on fait du marketing ou du sales, il faut chercher un peu plus finement la limite. Mais... On pourrait aussi dire connecter avec les gens.
tout ça change quand tu connectes avec les gens et tu lui parles. Par exemple, dans mon ancien travail chez Factorial, j'étais très très proche de sales. Et un grand travail que je fais, c'est que mon équipe marketing, surtout la fille qui bossait sur les événements, de me dire, essaye de penser comme un sales. Et là, c'était pas qu'on fait un démo, on amène les gens au booth pour les amener. Et à chaque fois, je disais, imagine, toi, tu reçois 100 messages par jour. À quel tu vas choisir? Tu vas choisir celui-là que tu dis, j'ai envie de poser, prendre un café avec lui ou avec elle et connecter avec elle. On est d'accord, finalement, on est là aussi pour le connexion humain. Exactement. Et à chaque fois, elle me disait, c'était le meilleur conseil que tu m'as dit, parce que ça m'a aidé à comprendre qui y a derrière, en fait. Et il faut savoir ça. Ok, incroyable. Et pour reconnecter peut-être un tout petit peu avec notre sujet de base, finalement, on comprend bien pourquoi l'intelligence artificielle nous aide quand on parle de data, de chiffres, tout ça, c'est assez facile de se représenter. Mais là, c'est un peu l'inverse. Tu dis que le bon marketing, tu dis que le marketing le plus facile, c'est celui du founder qui croit dans son projet. Que toi, quand tu dirigeais tes équipes marketing, ce qui était le plus important, c'était de comprendre l'humain, de comprendre l'autre et autres. Et ça, on a peut-être un peu plus de mal à se rendre compte comment concrètement l'intelligence artificielle peut transformer ça. D'ailleurs, limite, on pourrait presque avoir un peu peur en se disant si l'intelligence artificielle commence à pouvoir manipuler l'humain, on est foutu. Moi, je crois pas. Mais dans ces cas de figure-là, comment, je sais pas, toi, comment maintenant, au quotidien, pourquoi ça change? Est-ce que finalement, c'est que ça te fait aller plus vite, ça te fait prendre des raccourcis, ça te fait faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant? Comment... Alors, j'ai deux axes. Une, c'est comme le IA, il est en train de changer mon métier, et l'autre, comme ça change mon jour à jour. Donc, comme je change mon métier, le plus facile, c'est Google Gemini, par exemple. Maintenant, quand on va chez Google ou chez Blink, la façon qu'on a de chercher les choses, c'est complètement différent, on est d'accord. Donc, nous, la façon qu'on avait le marketeur, c'est le Search Engine SEO. Bon, mon anglais est un peu pénible. Et là, c'est ce qu'on faisait, on était très focalisé sur le keywords et écrire des articles avec ces keywords et c'est tout. Et maintenant, moi, j'adore quand c'est ce qu'ils amènent la IA sur la table, parce qu'on doit se casser la tête en dire c'est quoi les questions que chaque personne se pose. Il faut vraiment répondre à des vraies questions. On travaille beaucoup le FAQ, et ça a beaucoup changé. Je t'assure que le jour que Google a lancé ces nouvelles updates sur le bot, j'avais peur. Hein. Je me suis connectée, ça fait une semaine que je me disais, le trafic va baisser, c'est pas grave. Et quand j'ai vu la baisse, j'étais genre, oula, c'est grave. Hein. Mais en même temps, on a beaucoup bossé à s'adapter. Et la recherche, elle est beaucoup plus humaine, même si c'est fait pour des machines. Hein. Mais réfléchis comme un cerveau et pas justement de keywords et basta. Et après, comment ça change mon jour à jour, qui c'est l'autre question, ça change beaucoup. Parce que par exemple, normalement, un problème qu'on a sur l'entreprise en hypercroissance, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir. Donc le briefing, à mon avis, c'est la partie créativité beaucoup plus forte. On n'a pas beaucoup de temps, on est tellement dans slow avec plein de projets, plein d'événements. Pour te dire, en 6 mois, normalement, mon équipe faisait 23 événements. Donc c'est quand même chaud d'avoir le temps pour réfléchir. Ça, c'est chez Factorial? Surtout chez Miracle, on faisait pas mal des événements. Donc l'IA, ça nous aide aussi à faire du briefing et à poser des questions. L'IA, elle ne va jamais connaître 100% c'est qui tes clients, c'est quoi le défi qu'ils ont, mais il faut l'éduquer. Donc, quand on fait un briefing, c'est comme si on ajoute quelqu'un en plus sur la table. Tu vois, un bras droit plus fort qui est capable d'aller plus loin et mettre nos idées. Une dynamique que j'aime beaucoup, c'est avec l'IA et avec l'équipe, on dit ok, ça c'est notre client, c'est notre plusieurs clients, parce que parfois, par exemple chez Factorial, on avait 16 produits, donc on avait pas mal de ideal clients, ICPs. Et là, on lui dit c'est quoi notre ICP, ou nos ICP, c'est quoi les défis qu'ils ont et les idées qu'on a. Et parfois, on met des idées complètement lunaires.
Et c'est comme ça qu'on commence à bosser avec lui, à poser des stratégies. Est-ce que ça pourrait marcher? Ça pourrait marcher. Et le briefing, à la place de durer peut-être 6 heures, en demi-journée de workshop, ça dure 1h30 et on a fait tout le tour. Exactement. Donc ça nous aide. Et pas justement, quand on faisait ces séances, on n'avait pas juste le briefing, mais ça nous aidait aussi à faire un canvas, un rétro-planning, c'est ce qu'on peut faire, on ne peut pas faire. Et on ne suivait pas à 100% l'IA complètement aveugle, mais aussi nous on disait, ok, on peut faire ça, ça on ne peut pas le faire, on n'a pas le moyen, on n'a pas le temps, ça pourrait être très cher, ça c'est un budget, etc., etc. C'est un truc qui revient tout le temps, ça. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Tu sais, sur les réseaux, on voit beaucoup de mèmes où on dit l'IA va nous abrutir, on voit ces trucs, ou l'être humain en 2030. Et presque sur chacun de ces épisodes, on parle du fait que, en fait, l'intelligence artificielle, si on sait s'en emparer, elle booste notre créativité, elle nous fait être meilleurs. Moi, à titre personnel, je trouve qu'elle me rend plus intelligent. Parce que c'est ce que tu disais, j'ai beaucoup aimé l'image de tu mets quelqu'un d'autre à la table avec toi. Moi, ce que je dis tout le temps sur moi-même, c'est que je me considère étant une personne très créative, sauf qu'avant, je ne savais pas cadrer mes idées. Donc, j'avais 50 000 idées, j'ouvrais vaguement un Google Drive, un Google Doc, et puis ça restait là, puis il ne se passait jamais rien. Et là, maintenant, on a comme un super assistant qui est capable de te faire passer from 0 to 1 sur une idée presque en un claquement de doigts. Et pour autant, ça n'enlève pas tout le reste, ça n'enlève pas l'action, etc. Mais c'est en fait... en marketing comme dans n'importe quelle équipe comme ailleurs, l'IA, si on sait s'en servir, ça rend plus intelligent. Alors, tout le monde peut l'en servir comme il veut. Mais moi, franchement, je me suis dit, si tu as envie d'être différent et pas de le meilleur, mais te différencier et aller plus vite, c'est aligner les stratégies avec ta créativité et l'efficience. Si tu es capable à toi aligner ces trois alignés, c'est sûr qu'il va sortir quelque chose de chouette et qui fait sens et qui t'aide à être successful dans ton jour à jour. Mais après, c'est vrai qu'il faut réfléchir, il faut s'arrêter. Et c'est pour ça que moi, tout le temps, je dis, il faut continuer à avoir cet esprit de critique et pas juste suivre la machine parce que l'IA, parfois, il se trompe, tu vois. Il faut l'entraîner. Ouais, exactement. Donc, mon truc, c'est aligner ces trois axes et ces trois piliers et il y a des choses qui sortent qui sont cool. Ouais, et puis quand tu dis elle se trompe, moi j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps que l'IA n'a pas de conscience. Donc à partir du moment où l'IA n'a pas de conscience, elle n'a pas conscience de vrai ou faux. L'IA, elle a une stat, elle a une probabilité et donc elle va te donner la réponse la plus probable. Mais donc les gens et donc j'essaye de dire aux gens... elle se trompe. Oui, bien sûr qu'elle se trompe, mais en fait, c'est notre boulot à nous, humains, d'abord de faire preuve de discernement, de comprendre et pas de tout prendre bêtement, tu sais, et puis de comprendre, de donner assez d'éléments. Un petit peu comme tu disais tout à l'heure, tu parlais du fait que si j'ai quelqu'un qui arrive dans mon équipe, qui arrive dans mon équipe qui est brillant, si je le forme pas, que je lui donne pas d'infos, il sera nul. Et ce sera pas de sa faute à lui, ce sera de ma faute à moi. C'est un peu pareil avec l'IA, en fait. Tout à fait. Et aussi, je vois c'est un peu un coach aussi, l'IA, tu vois. Ouais. Parce que moi, c'est vrai que je m'en sers aussi parfois quand je suis bloquée dans ces stratégies ou quelqu'un de mon équipe me demande l'aide et je me suis dit, écoute, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il dit l'IA. Mais par exemple, la dernière fois, je pense qu'il y avait un CEO Content Manager qui m'a montré ce qu'il avait fait avec l'IA et c'est l'IA qui l'a proposé de faire certains articles, comment bosser sur une stratégie. Et lui, c'était un profil très, très junior. Et je me dis, en gros, bravo, parce que tu es junior, tu es allé plus à la beyond pour monter en compétences et évoluer sur ta carrière. Mais moi, j'ai rien fait. J'étais juste là pour l'écouter. Donc, vraiment, il y a de connaissances que si tu t'informes et tu te poses des bonnes questions, il peut t'aider aussi à trouver la bonne recette pour ton travail. Ouais, c'est là où un junior peut faire maintenant. C'est ce qu'on disait l'autre jour, les hard skills deviennent accessibles à tous. Donc si on a des bons soft skills, on peut senior, junior, j'ai fait les études, j'ai bossé là ou pas. Bon, c'est pas qu'on s'en fiche, ça fait quand même toujours un peu la différence, mais... Après, attention, parce que déjà, ça m'est arrivé 2 personnes qui sur le papier est génial. Il m'a fait un super use case et quand tu lui poses la question pourquoi il a fait ça comme ça, il n'est pas capable à répondre.
c'est là où je dis, Ouais. reviens avec tes questions et ChatGPT va pas te répondre ça. Et tu vois qu'il commence à devenir complètement rouge. Donc, c'est vrai qu'il te donne le hard skills, mais moi, j'aime bien quand il y a quelqu'un qui prend le temps de comprendre pourquoi l'IA lui a posé cette solution en face, tu vois. Tu vois, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve que un des soft skills les plus importants, c'est la curiosité. Si je suis curieux, quand GPT va me faire quelque chose, ou n'importe quelle IA, je vais lire déjà. Parce qu'il y a plein de gens, ils ont des résultats, ils lisent plus. C'est ça en fait le gros danger. C'est ce qui va potentiellement abrutir la société. C'est exactement ce que tu viens de décrire. C'est des gens qui vont prendre un résultat et considérer que ça a l'air OK et le livrer tel quel sans chercher à comprendre. Alors que ce résultat-là, quand tu itères avec ton IA et que tu reviens dessus et que tu discutes et que tu échanges et que tu crées, c'est trop bien. Du coup, j'ai envie de profiter un peu de ta présence ici, c'est génial, parce que j'ai déjà commencé à prendre un cours. Alors, j'ai envie de continuer. Donc, je grandis un peu. Je suis Jérémy. Ouais, tu sais quoi, je vais utiliser mon vrai âge. Du coup, j'ai 39 ans. J'ai créé cette entreprise de TechNation. Aujourd'hui, en marketing. Alors, ça m'a un peu fait plaisir ce que tu disais, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir fait trop de conneries pour le moment, mais ça doit être parce que comme c'est ma boîte, j'y crois. Et imaginons que j'ai un peu grandi et que je puisse enfin me permettre de recruter en part-time, en full-time, j'en sais rien, mais une CMO comme toi. Et je suis à fond dans l'IA, mais aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de marketing. En plus, je crois que c'est un peu ton domaine de spécialité, d'arriver dans des boîtes petites et de les accompagner à grandir. Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil à un founder qui a créé une boîte et qui, pour l'instant, est juste au doigt mouillé à l'improvisation? Comment tu travaillerais avec moi ou avec n'importe qui d'autre? D'abord, je vais te poser la question qu'est-ce que tu attends du marketing? Donc, j'invite à comprendre si tu attends un big growth et un big pipeline de leads, si tu as envie juste d'être fait connaître, de t'assurer que ta solution elle est la meilleure notée chez Gartner, et surtout dire que c'est un parcours. Par exemple, quand on lance des campagnes Google Paid, qui c'est la chose plus simple à démarrer, pas la plus simple à faire, mais la plus simple à démarrer, parfois ça te prend de 6 à 8 mois à commencer à trouver tes fruits. Donc c'est du temps. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'y suis déjà arrivée dans une entreprise qui m'ont dit non Clara, à tout prix, plan leads, on a l'équipe de market, de sales qu'il nous faut, qu'ils ont de leads. Mais tu t'imagines que moi je commence à créer le plan lead, et il y a 1000 leads qui arrivent, le sales il doit le prendre, ils ne sont pas qualifiés, ils ne sont pas dans son CRM. Il faut quand même créer la base pour commencer à faire du marketing. Et ça demande du temps. Par exemple, t'assurer que ton CRM est carré, qu'on reçoit les leads correctement, qu'on donne les leads qui sont ce qu'on appelle hot leads, ou plus qualifiés au sales, et le reste en fait marketing, comme je disais, les accompagner jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour acheter le produit. Donc, d'abord, je dirais du temps. D'abord, perdre du temps pour en gagner après, alors. Parce que sinon, l'unique chose que tu fais, c'est que ton équipe sales, surtout, ils vont être frustrés, dans le sens qu'ils vont recevoir beaucoup de contacts qui ça sort de rien, mais ils n'ont pas avoir le temps de chercher de vraies opportunités ailleurs, ce qu'à l'époque s'appelait outbound sales. Et comment tu fais? Parce que les entrepreneurs, par essence, ils sont toujours tous pressés. Comment je le fais, il y a beaucoup. Mon travail d'abord, c'est beaucoup marketing operations, et ça prend 6 mois. Et bien sûr, tu peux donner un flux de Qu'est-ce leads. que c'est, marketing operations? C'est intégrer les opérations, t'assurer que les leads sont bien tagués dans ton système et qui sont bien assignés à ton équipe sales. Mais en même temps, ça, c'est aussi un cours d'apprentissage. D'abord, peut-être en un mois et demi, je vais m'assurer que ces contacts sont bien assignés et bien tagués dans ce système. Mais au fur et à mesure qu'ils arrivent, on va avoir plus de data. Donc, je vais analyser c'est qui la personne, c'est qui l'entreprise, c'est quoi le revenu de l'entreprise. Et en fur et à mesure qu'on va accumuler beaucoup plus de data, on va être capable de savoir qui s'intéresse à mes campagnes et qui s'intéresse à acheter le produit. Et c'est ça qui va faire la différence de comment on va, toi et moi, définir quel marketing on va faire et aussi quel type d'entreprise on va cibler, parce que c'est l'entreprise qui finalement signe plus de contrats. Oui, parce qu'avoir 1000 leads, s'il n'y en a pas un seul qui est pertinent, au final, ça va me casser ma dynamique, voire pire, ça peut presque faire couler une boîte, non? Une jeune... Enfin, couler, j'exagère, mais
ça peut faire du mal à une boîte d'avoir Mhm. un afflux de leads qui sont pas les bons. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que c'est un chemin. D'abord, on va créer beaucoup de bruit, on va avoir beaucoup de personnes qui se retrouvent, mais pas forcément ils vont être tous la bonne personne. Il faut trouver aussi la bonne porte qui nous amène le bon client. Mais avec 6 mois, on va avoir de leads, de personnes qui ont fait tout le parcours et on va être capable à dire de toutes ces entreprises, c'est quoi l'industrie qui nous plaît, où on est plus fort. Est-ce que c'est le retail, c'est hospitality, healthcare, on va voir. Et aussi, c'est qui la personne qui achète notre produit, c'est le plus important. Et ça va définir où on y va. Okay. Et aussi, la raison pour laquelle à chaque fois je dis commençons avec un tout petit budget, parce que si tu commences à un grand budget d'abord, l'unique chose que tu vas faire c'est brûler l'argent. Ouais. Et c'est bien brûler l'argent, surtout si tu as un scale-up ou ton business model est validé, tu as une petite idée qu'est-ce que ça marche pas. Mais et encore qu'on a changé d'époque, non, cramer des millions juste pour le justifier, c'est un peu moins la mode maintenant. Mais moi, je ne suis pas un fan de brûler l'argent. Ok. Et on revient d'ailleurs, c'est quoi au début, je voulais faire une thématique avec toi là-dessus, et puis au final, c'est mieux de parler vachement plus large. Mais est-ce qu'on n'est pas d'ailleurs dans un moment où finalement le mot scale-up revient un peu à l'essence des scale-up, quand on voit des Midjourney, des Bolt, toutes ces boîtes qui arrivent à être valorisées des milliards avec des équipes de 20-30 personnes, finalement, elles reviennent au vrai sens de scale-up, parce qu'il y a toute une... Je sais pas combien de temps ça a duré, mais pendant 5, peut-être 10 ans, non, j'exagère un peu moins, mais bon, bref. Il y a toute une époque où il y avait un potentiel, on levait énormément, et du coup, pour justifier qu'on avait levé énormément et relevé après, il fallait cramer énormément, et puis ça allait pas forcément toujours dans le bon sens, non ? Moi, j'ai la chance les entreprises où j'allais, c'était très, très bien carré. Mais c'est vrai qu'après, par exemple chez Miracle, j'ai jamais vu une entreprise tellement structurée et où tout faisait sens, tout le monde avait son job. Et même si parfois on avait de nouvelles solutions qui arrivaient comme Miracle Connect ou Miracle Ads, c'était un peu bordel à côté, c'est ce qui c'était Miracle, mais on arrivait à carrer et faire de sens. Mais c'est vrai que par exemple là, ici à Barcelone, j'ai rencontré Bolt, par exemple Bolt et Uber. C'est brûler l'argent pour brûler l'argent. Ouais. Et c'est toujours le cas. Mais c'était pas mon cas. C'est vrai que toi, tu as fait... Donc, j'imagine qu'il y a eu d'autres expériences, mais tu as fait 3 boîtes qui sont 3 cartons. Alors, soit toi, tu t'es pas trompé, soit eux ne se sont pas trompés en te recrutant et c'est grâce à toi, ou peut-être un mélange des deux. Mais... Non, je pense pas que c'est grâce à moi, pas du tout. Tu as dû jouer un rôle. Chez Miracle, je t'assure que c'est les fondateurs. Les 3 fondateurs, et moi je pense que c'est ça. Je n'ai beaucoup parlé parce que moi quand j'étais à l'ESSEC, je m'entendais très bien avec un prof qui s'appelle Cavaletta et il était spécialisé sur l'entrepreneurship et on a fait ma thèse sur ça, de comment on s'assure qu'une boîte réussit et si un entrepreneur il va passer à être un manager, un general manager ou qui va rester toujours entrepreneurship et lancer cette boîte. Et en gros, moi je trouve je t'assure Miracle et il brûle un peu, iFactorial il brûle un peu l'argent. Mais Miracle et Back Market, je suis étonnée comment avec pas beaucoup de moyens on faisait autant. Par exemple, pour te dire, je sais pas, aujourd'hui ça fait 1 an que je suis arrêtée la collaboration avec eux, mais on était une vingtaine de personnes entre US et l'Europe pour tout le marketing de 7 pays et 7 produits. Je trouve qu'on n'est pas beaucoup. Donc on était très efficace. Et là, à mon avis, la raison pour laquelle ça marchait, c'est la même que pour Back Market. Déjà, le fondateur, à chaque fois, ils avaient de casquettes très différenciées. Par exemple, chez Back Market, pour changer un peu, il y avait un profil très tech, c'était le CTO, un profil très commercial business, c'était Thibaut Lazare, et finalement un profil hyper créatif qui a créé tout le branding et toute cette image forte d'écologique, c'est Vianney. Donc le 3, ils avaient un pôle très différencié et ils étaient très très forts. Et après, ils se faisaient accompagner pour 2 personnes, de managers, mid-managers, très forts aussi. Moi, à chaque fois, je dis quand j'accompagne une entreprise, je commence à travailler, c'est aussi le manager qui m'intéresse et qui m'inspire. C'est un peu un mentor.
Et donc, du coup, c'était pas moi, mais j'ai beaucoup appris de la personne avec qui j'étais. Et par exemple, ma créativité et l'idée d'être folle, je t'assure que c'est grâce à Vianney Vaux, c'est un des fondateurs de Bar Market, qui avait des idées lunaires et encore ils les ont. Encore ils les ont. À chaque fois que je vois les campagnes en France, j'ai halluciné de la créativité qu'ils ont encore dans cette entreprise. C'est incroyable. Donc, tu as appris... En fait, ton process, il a continué au contact à chaque fois d'entrepreneurs dont tu as appris plein de choses au fur et à mesure. Il y a une autre chose que... Et ça, c'était au miracle, c'était très fort et où j'ai beaucoup appris de mes managers. C'est le fait que growth ou scale-up, c'est une spirale. Donc, parfois, il y a des scale-up qui disent ok, on a ça. Par exemple, un exemple complètement bête, et je ne vais pas dire qui a fait ça. Oui, parce qu'on est enregistré, je te rappelle. On lance un rebranding et tu dis ok, on va changer complètement la mission de la boîte, et le mois prochain, on sort un nouveau site internet, un nouveau blog, une nouvelle campagne à 1 million d'euros. Non, tu ne peux pas lancer tout en 15 semaines. Ça, c'est... Tu t'entends tout de suite le grand fiasco qui va être. Donc, si tu as envie de changer ou faire un parcours et scale up surtout, on sait qu'il y a un parcours et ça va prendre du temps, et c'est quoi les étapes qu'il faut passer. Et ça, cette stratégie et cette façon de déployer les choses, c'était chez Bar Market et c'était chez Miracle aussi, tu vois. Et à mon avis, c'est pour ça que c'était des grandes réussites. Des grandes réussites des entreprises. Donc, si je devais tirer, moi, Jérémy, une des leçons de ce que tu dis, parce qu'en plus, tu as bossé avec les meilleurs, avec des boîtes qui sont des cartons, donc au travers de tout ce que tu expliques, c'est hyper inspirant, mais sans même parler d'intelligence artificielle ou autre, pour réussir une stratégie marketing, donc une stratégie de commercialisation globale finalement, parce que le marketing, c'est la commercialisation, la patience, c'est une des clés. Tout à fait. Parce que ça, c'est ce que j'essaie de raconter à mon directeur commercial. Pourquoi la patience est importante ? Parce qu'on ne peut pas switcher la mentalité de la personne d'un coup. Il faut d'abord savoir qu'on existe. Et après, il faut connecter avec cette personne, comprendre c'est quoi ses défis, ses problématiques, pourquoi il faut qu'on nous choisisse à nous, comment nous on peut solver le problème. Et par exemple, parfois, et maintenant surtout, ce que je vois, c'est que dans une même industrie, il y a plein de compétiteurs. Et parfois, on essaie d'ouvrir de marché à l'international, où nous, on est un peu l'entreprise, on n'est pas local, on ne comprend pas ces problématiques. Donc, il faut connecter avec ces gens-là. Et c'est pas tout, parce que dès qu'on a connecté, il faut leur donner l'assurance de que nous, ça va marcher et qu'on va être un partenariat à long terme. Parfois, je vois le marketing un peu quand tu essaies d'embaucher quelqu'un. Bien sûr, tu as envie d'avoir quelqu'un que tu dis, ok, Clara, elle va faire un bon taf, elle va passer 2 ans avec moi, j'ai pas envie dans 3 mois chercher une nouvelle personne. Et c'est quand même un projet qui ça dure. Parfois c'est 3 mois, parfois c'est 6 mois, et parfois il y a des solutions que B2B, Enterprise, qui prend même une année le convaincre à cette personne-là. Parce qu'ils ont des besoins très très niches. Non, mais moi, tu me fais prendre pas mal de recul et je me rends compte à quel point c'est vrai, même de manière... En fait, ce qui est difficile, c'est comment... En fait, il faut avoir défini les choses dès le début. Est-ce que je veux un go-to-market rapide parce que je suis bootstrap et il faut que je vive rapidement, que j'ai un seuil de rentabilité tout de suite ? Est-ce que une grosse levée de fonds me permet de pouvoir attendre ? Mais dans ce cas-là, il faut que ce soit prévu aussi parce qu'en fait, il ne faut pas que je burn jusqu'à plus en avoir. Il faut que je burn en ayant calculé que je vais commencer à être rentable avant d'avoir fini de burner. Et donc, il y a une notion du timing. Et je pense que c'est pour ça que sales et marketing sont souvent à la fois copains et ennemis en même temps dans les boîtes, quoi. Ouais, parce que sales, c'est toujours court terme. Ouais. C'est pour ça que nous, on essaie d'avoir des actions court terme qui amènent de contacts, de bruit, qui fait parler de nous. Mais en même temps, il y a toujours une stratégie long terme qu'il faut suivre. Ok, c'est hyper intéressant ça. Donc tu mets une profondeur dans ta stratégie marketing pour alimenter
le short term qui va créer de l'émulation, peut-être même, entre guillemets, c'est moche de le dire comme ça, mais occuper les sales pour leur donner des choses et en même temps, et puis peut-être aussi laisser de provoquer la chance, quoi, enfin provoquer le truc, et en même temps avoir une profondeur dans une stratégie qui va aller beaucoup plus... Ok. Et c'est là où le directeur marketing qui doit être 100% aligné avec les directeurs commerciaux. Ouais. Parce que la profondeur, ça vient de c'est quoi ma vision, c'est quoi mon objectif. Est-ce que mon objectif, c'est faire 5 millions? Donc, ok, cette année 5 millions, l'année prochaine 7, d'ici 2, c'est 10. Donc, on a le même parcours, on sait où on va arriver et ensemble, on décide qu'est-ce qu'on va faire, on ne va pas faire. Par exemple, imagine, moi, je t'impose qu'on va faire 10 événements. Tu vas dire, oh non, 10 événements, pourquoi Clara, elle a décidé ça? Parce que chaque jour que tu n'as pas un commercial sur place ou que tu visites un client, c'est un jour potentiellement que tu ne vas pas signer un de tes contrats, etc., etc. Donc oui, moi à chaque fois j'essaie de raconter à mes directeurs commerciaux que les événements surtout c'est le networking, le fait de créer un bon environnement pour ouvrir de conversations et que ça ne passe pas le jour que tu es sur place. Potentiellement, il se passe une semaine avant, une semaine après. Et c'est aussi le fait d'être en contact avec ton marché. Mais c'est grâce au sales aussi qui me dit dans cet événement, on a vu que ce sujet c'était très important. Mon compétiteur, il parlait de ça, nous on parlait pas de ça. Et c'est grâce à cette feedback qui t'arrive de sales que tu construis ton stratégie avec eux. Est-ce que finalement, je suis en train de capter que le sales, il va avoir tendance à voir la team marketing comme lui créer des outils pour qu'il puisse faire son outbound, donc sa prospection sortante, alors que la plus grosse qualité d'une belle équipe marketing, c'est de créer de l'inbound sur du long terme? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que c'est une tendance que je commence à voir de plus en plus. Moi, tu me poses cette question en 2023, je dirais non, parce que c'est vrai pour les équipes commerciales que j'ai bossé, ils avaient son pipeline, c'était lui de le construire et nous on apportait le 30% des opportunités. On donnait un moyen pour avoir de networking, même pour le deal, parfois on faisait des événements ou des actions de marketing pour qu'ils closaient plutôt. Mais de plus en plus, je vois que le marketing il amène tout le pipeline. Et si tu t'assures que tu es un fondateur et me dis Clara, j'ai envie que tu me fais le 100% de pipeline de mon équipe commerciale pour fermer le 50%, je ne vais pas. Parce que ce n'est pas ça le marketing. Le marketing, c'est comme on disait, c'est créer de connexion, donner envie à avoir des conversations. Nous, on ne peut pas faire le travail de sales. On peut amener de contacts, on peut amener plus de personnes très intéressées à vouloir savoir c'est quoi le produit, avoir cette démonstration. Mais nous, on ne va pas signer. Potentiellement, on peut organiser un dîner, mais ça ne va être pas le dîner. La raison pour laquelle oui, s'il y a juste la team marketing au dîner, a priori, la team marketing, c'est son plus gros talent. C'est le commercial. Et est-ce que c'est pas pour ça qu'on voit de plus en plus le métier de commercial? En fait, c'est le même métier, mais dans plein de boîtes, on ne va plus parler de commercial ou de sales, mais de CSM, de Customer Success Manager, par exemple. Parce qu'en fait, il y a un inbound qui est plus qualitatif. On va chercher peut-être à mieux comprendre le client. Et du coup, on va avoir les équipes commerciales vont, pas partout, mais dans certaines boîtes, se transformer en équipe d'accompagnement du client pour le comprendre, etc. Et moins, peut-être qu'avant. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé mon ancien métier de SN, il n'y avait que le commercial qui comptait dans une boîte, quoi. Enfin, il y avait les gens qui faisaient, et puis c'était le commercial, entre guillemets, on était des petits princes, mais à tort. Enfin, avec le recul, tu te dis c'est un peu vite, quoi. Mais ça, c'est un truc il y a une tendance de fond peut-être là-dessus, tu crois ou pas? Ouais, de plus en plus. Et aussi, je pense que c'est pour le fait que le SaaS, il y a plein de solutions. Et le petite entreprise ne peut pas non plus avoir qu'une solution SaaS, il faut qu'il choisisse. Donc il faut comme on disait tout à l'heure, il faut que tu différences. Pourquoi la tienne, c'est celui-là qu'il doit garder et continuer à payer l'année prochaine, quand potentiellement tu n'as pas un discount ou un petit 100% ou whatever. Et ça fait complètement la différence parce que finalement, la personne que tu viens de dire, la CX, c'est quelqu'un qui te connaît, avec qui tu es en relation, avec qui tu vas prendre le café, qui te va dire comment faire les choses, qui on va parler de stratégie, et ça fait la différence. Et c'est vrai que de plus en plus, il prend beaucoup plus de valeur dans l'entreprise. Ouais, surtout que c'est des choses qui vont changer de plus en plus vite.
avec l'IA pour revenir un peu. Trop bien. Et pour te dire qu'il y a une grande partie de marketing qui travaille pour eux. Toute la partie de faire des témoignages clients, par exemple, pourquoi Factorial ou Miracle, ils organisent de grands événements juste pour le client. Pas justement pour lui présenter le nouveau produit. C'est parce qu'on a envie de le chouchouter, s'assurer qu'ils sont avec nous, qu'ils voient qu'il derrière cette solution, il y a une grande entreprise qui prend soin d'eux, qui comprend ses problématiques, qui bosse pour le solutionner. J'ai juste envie d'être à côté de ses clients. Et il y a des entreprises, surtout tous les grands tech comme Sales, Adobe, etc., qui organisent des événements juste pour parler de produits, savoir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas, qu'est-ce qui manque dans son produit. Et comme ça, le product manager et toute l'équipe produit, il prend toutes les idées de ses clients. Bah, finalement, un client heureux, c'est la meilleure qui peut t'arriver. Je vais te poser la question tout à l'heure, j'ai oublié, elle vient de me revenir grâce à ce que tu dis. Peut-être dernière question, puis après on avance, sinon on va éclater le timing, mais c'est tellement intéressant que... Est-ce que le product, le CPO, c'est une nouvelle ramification du marketing pour toi, ou est-ce que c'est un autre métier ? Non, je pense que c'est un autre métier, mais c'est un grand appui. Moi, je bosse énormément avec eux, et j'adore bosser avec eux, parce qu'ils font une grande partie de mon travail. D'ailleurs, déjà, connaître le produit de A à Z, quand tu as 16 produits, c'est très compliqué. Donc, moi, je connais tout le temps mes compétiteurs, c'est quoi mon type de client et mon marché. Mais quand tu as 6 marchés, 16 produits, 3 types de clients, ton appui, c'est le produit. C'est le produit qui dit... attention Clara, il y a ça qui va sortir, il faut se différencier parce que regarde ça, qu'est-ce qui était en train de faire le compétiteur, on va lancer ces nouveaux produits, comment on peut lancer pour avoir le meilleur impact. Donc lui donne plein d'informations et après toi, tu construis ton stratégie de marketing pour arriver au marché. Moi, ce que j'adore le plus, c'est le go-to-market et lancer de produits parce que tout c'est permis quand tu commences à lancer un nouveau produit, non ? Et c'est un grand appui. Normalement, le product marketing sont des gens très analytiques, très business, mais la partie créative, c'est bizarre de trouver un marketeur qui a passé côté product marketing. Tu vois, par exemple, moi, je trouve quelqu'un de très créatif, mais je pense que product marketing per se, ça pourrait être compliqué de parler tout le temps avec le product manager, le dev. Mais bosser avec eux, ça te donne... c'est un appui. C'est quelqu'un qui connaît le produit et qui te dit ce qui pourrait marcher, ce qui ne pourrait pas marcher. Trop bien. Je te jure, j'ai encore 10 questions, mais bon, je sais que je vais pas regarder l'heure, mais il faut quand même qu'on avance un peu, sinon on va faire un podcast de 2 heures. On y reviendra peut-être un peu quand même, mais... Donc alors, moi, je pense que c'est un tout petit peu, pas beaucoup, mais... Là, avec tout ce que tu m'as expliqué, je comprends donc que tu es passé par l'ESSEC, par Harvard, par Miracle, par Back Market et par Factorial. Mais d'abord, je suis pas sûr de tout avoir. Et donc, est-ce que tu peux maintenant nous parler de toi ? Et moi, la question que j'adore poser, c'est quoi ton chemin, Clara ? Donc, tu as grandi ici, à Barcelone, c'est ça ? Qu'est-ce qui a fait entre la Clara, je sais pas, de 18 ans, ou celle que tu veux, qui a commencé ses études, et puis celle d'aujourd'hui, quel a été le chemin ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoute, mon chemin, il est un peu particulier. C'est pas le chemin typique. Mais c'est vrai que je suis barcelonaise et j'ai toujours vécu à Barcelone, j'ai fait mes études ici, j'ai commencé à bosser. Et là, je me suis dit, oh là là, je ne peux pas passer toute ma vie à Barcelone. Je viens d'une famille très internationale où à chaque fois, ils nous poussent à aller à l'étranger. Et moi, je ne l'ai pas fait. Et je me suis dit, il faut que j'essaie de faire quelques trucs parce que sinon, au moment où il y a tout le monde qui revient, mes amis, ma famille, mes cousins, je vais être vraiment jalouse ou même triste de ne pas avoir profité de ça. Et c'est ce qui m'amène à Boston parce que j'avais ma meilleure amie qui bossait là-bas et son advisor dans son PhD m'a dit Clara, si tu veux, ça cette place c'est pour toi, mais il faut que tu bosses énormément pour avoir tout. Il faut passer les universités américaines, des examens, un niveau anglais, etc. Et là, à Boston, c'est où j'étais à Harvard et j'ai fait mon exchange. Oui, parce que toi, tu le dis comme si c'était hyper normal, mais Harvard, c'est quand même la meilleure université du monde, quoi. Comment est-ce qu'on arrive à Harvard ? J'ai beaucoup bossé pour avoir mon SAT, mon titre en anglais et tout. Mais c'est ce qui était marrant, c'est qu'à Boston, j'ai retrouvé plein français. Okay. Et là, il y avait une fille très sympa
qui me disait moi l'année prochaine je vais à Paris, j'ai trop envie. Je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être marrant aller à Paris. Et j'ai trouvé Bar Market, qu'au début c'était 17 personnes. Et je vais toujours souvenir, je pense que si je parle ça à mon père, il va être mort de rire, de atterrir à Barcelone et dire à mes parents avec 24 ans, c'est super, mais en une semaine je déménage à Paris. Donc je n'ai même pas ouvert mes valises et j'ai parti à Paris pour Bar Market. Et je me suis promis ça pourrait être une année de ma vie, mais c'était 6 ans finalement. Parce que Paris donc. À Paris. Je me souviens, je ne parlais même pas français. Et je me suis retrouvée très bien. J'ai adoré ma vie à Paris, même si c'était complètement différent à Barcelone. J'ai appris le français très facilement. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, je dis j'ai une petite française dans moi parce que je ne comprends pas comment tu peux apprendre français en 6 mois. C'est vrai que l'entreprise où j'ai travaillé, c'était tout en français. Et voilà. Et en plus, je me sentais très bien avec l'écosystème. On dit que pour les Catalans, c'est plus facile quand même d'apprendre le français. Peut-être. Parce que moi j'ai remarqué un truc souvent, c'est que un mot français, soit il a une racine castillane, soit il a une racine catalane, et du coup ça fait vraiment un petit raccourci. Ouais, c'est vrai. C'est pas... Chez moi, dans mon éducation, on était toujours anglais, espagnol, catalan, donc j'imagine que ça se jouait. Mais à part du français, je pense que l'écosystème startup c'était sympa. À Barcelone, quand j'étais plus jeune, avant de partir à Boston, j'avais travaillé dans de grandes entreprises. Donc tout c'était carré et un peu triste tout, on dirait. Mais c'est vrai que chez Bar Market, tous les 6 mois, ça a changé. Et la mentalité de personnes que j'avais comme manager, elle était très bonne. À chaque fois, c'est « Ok, toi, cette idée, je te donne une carte blanche afin que tu fais ton stratégie. » Et ils me challengeaient sur les stratégies. Et après, quand tu vois une hyper-croissance de Bar Market, Miracle, tu perds la notion de temps, je t'assure. Ouais. Je pense que j'ai changé tellement de fois de poste, de goal, de challenge, ça m'a fait rester. Parce que chez Bar Market, d'abord, tu es rentrée en tant que quel poste ? J'étais développeuse, j'ai développé le marché pour l'Espagne. Ok. Et quand tu es partie, tu étais CMO ? Non, pas du tout. Non. Okay. Quand je suis partie, j'étais account manager. Donc, j'ai commencé pour développer le marché espagnol. Mon travail, c'était de trouver de vendeurs qui voulaient vendre chez Bar Market. Et c'était marrant parce qu'on part de 2017. L'e-commerce, c'était une chose que c'était populaire en France, mais pas en Espagne. Donc, c'était quand même un challenge de vendre un produit. Et c'était cold calling tout le temps. Hein. C'était vraiment genre le sales à l'ancienne et t'y vas pour trouver des opportunités. Et on a trouvé, c'est ce que tu disais, on avait plein de vendeurs qui étaient sur notre site, mais il n'y avait personne qui chouchoutait, personne qui s'occupait, qui vendait. Dès ces où-là, j'ai changé de poste à ce qu'on appelle account manager. Je pense que chez Bar Market, c'était plutôt customer success ou quality success, pardon. Et l'idée, c'est que tu avais un portfolio de vendeurs et tu dois t'assurer qu'ils avaient le bon produit, avec un bon prix, qu'ils avaient un bon logistique, que le produit était livré au bon temps. S'ils avaient des problèmes de livraison, trouver des solutions pour eux, etc. Okay. Et on n'avait pas besoin de beaucoup de marketing chez Bar Market, mais petit à petit, on a commencé à investir de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur le growth marketing, trouver un pipeline, et c'est là où je me suis intéressée. Ok. Mais je n'étais pas du tout manager à 100%. Pour te dire que dans ces startups, à chaque fois, j'étais au mi-cheval sales, marketing. Ouais. Chez Ocus, qui c'est une startup où j'ai bossé très proche de le head of sales. On avait besoin de créer un pipeline et c'est là où j'ai beaucoup bossé, surtout à écrire de blogs et faire de social media pour avoir cette pipeline. Et c'est un miracle en 2021 où c'est growth marketing, il a pris une grande force dans ces startups. Et c'est là où on avait un budget à moi dédié pour faire des événements surtout, faire mes campagnes online, des campagnes mailing et faire toute cette pipeline. Parce que pour le jeu d'entreprise, oui, c'était un métier, mais à cheval avec les sales. Et il n'y avait pas un growth system mis en place. Je pense que c'est quelque chose de très récent qui arrive ici.
Après, c'est marrant quand tu travailles avec les États-Unis, ils t'expliquent qu'ils font ça depuis des années, tu vois. On voit vraiment qu'ils sont... C'est vrai que dans les boîtes françaises, dans plein de boîtes françaises d'une certaine taille, il n'y avait pas vraiment d'équipe market. C'était la com qui faisait un peu de marketing, mais dans n'importe quelle boîte d'une certaine taille, il y a une équipe com, mais il y a plein de boîtes où il n'y a pas vraiment d'équipe market. Non. Et ça, à mon avis, c'est l'évolution. Ça change dans tous les pays. Par exemple, ici en Espagne, il y a beaucoup d'entreprises qui pensent que le marketing, c'est un peu le petit secrétaire de sales. L'autre jour, je parlais avec une entreprise espagnole qui voulait que je les accompagne sur le growth. Et que quand j'ai demandé c'est ce qu'il faisait aujourd'hui, 3 personnes dans son équipe, il faisait tout le document pour le car battles et même la présentation sales. C'était genre déjà, tu peux pas avoir 3 personnes pour faire la présentation de ton équipe sales. C'est mort. Ouais. C'est 3 salaires. Donc à mon avis, ça change dans tous les pays. Il y a une évolution. Notre travail, c'est une évolution. Il y a une grande évolution. Et c'est pour ça que de plus en plus, on voit en France surtout qu'il y a de CMO fractional, qu'à mon avis, c'est aussi mettre en place une éducation marketing de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et quand on peut les accompagner. Parce que nous, on n'est pas la recette magique non plus. Parce qu'aujourd'hui, on est parfois, j'ai la sensation qu'on est vu comme ça. Ok. Et donc là, tu étais chez Back Market, Miracle. Et ensuite, tu as continué, tu es rentré à Barcelone pour bosser chez Factorial, c'est ça ? Tout à fait. J'étais chez Miracle, j'étais à Barcelone, mais j'ai voyagé beaucoup et c'est un peu ça ce qui me plaît chez Factorial. C'est basé à Barcelone. Et aussi, moi, le challenge, je me disais, maintenant, depuis 6 ans en train de travailler pour 2 entreprises françaises et faire grandir l'Espagne et les autres pays, je vais travailler pour une entreprise espagnole pour faire grandir la France. Et c'est ça qui m'a appelée. Et c'était marrant parce qu'à chaque fois, avec mes commerciaux, ils me disaient « Ouais, mais nous, on est espagnol et tous nos compétiteurs sont français. » T'es genre « Mais c'est cool quand même, c'est un bon challenge. » Et c'était marrant parce qu'on a quand même lancé beaucoup de campagnes marketing très françaises où il n'y avait que nous, le français, qu'on était sûrs de ce qu'on faisait. Par exemple, on a hacké la périphérie de Paris. Et mon fondateur il me disait, je ne comprends pas pourquoi on fait une campagne dans la périphérie de Paris. Et le parallélisme entre le fait qu'il y ait la périphérie, maintenant ça roule à 50, et que le ressources humaines, ils sont un peu boiteux, sans Factorial. Donc c'était marrant de bosser avec eux et mettre en place un système de marketing tech et s'assurer qu'il n'y avait pas justement marketing pour le sales, mais aussi, comme je disais, la partie operations et l'analytique, comprendre c'est qui tes clients et comment attendre tes clients finaux qui ont déjà acheté ton produit. Ok, incroyable. Et quand on a relevé autant de grands défis, ça doit être dur de trouver le défi d'après, quoi. Non, parce qu'il y a toujours quelque chose qui dans ton entreprise où que ça marche ou ça marche pas beaucoup, il y a toujours un point d'amélioration. Okay. Et aussi, c'est l'idée qui arrête derrière. Hein. Il y a toujours un idée fou qu'il faut accompagner, tu vois. Donc toi, t'aimes bien, j'ai l'impression, quand il y a une petite dose de folie et qu'il faut l'accompagner et la cadrer un peu, non ? Ouais, j'aime bien la folie. Je t'avoue que j'aime aussi le calme. Mais c'est vrai que les idées un peu fous et surtout la créativité, ça me plaît. Trop bien. Trop cool. Et ben on va arriver à la dernière question sans aucune transition du coup, mais c'est la question traditionnelle de ce podcast sur l'impact. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'impact partout. Moi, dans la définition que je donne, j'aime bien dire comment on s'efforce d'avoir un impact social, sociétal et ou environnemental sur nos écosystèmes. Qu'est-ce qui est important pour toi, Clara, toi, dans ton écosystème au quotidien ? Est-ce que tu fais des choses sur lesquelles tu t'efforces d'avoir de l'impact ? Et si ce n'est pas le cas, quelles sont les choses importantes pour toi dans nos actions de tous les jours ? Question toujours un peu piège. Hein. C'est vrai, hein. Moi, je cherche à avoir l'impact dans toutes les choses que je fais. Par exemple, si j'ai fait une campagne, j'ai envie que ça résonne avec les personnes que j'ai envie de capter
et si que mon équipe, il apprend de ce qu'il fait et que ça le serve à être meilleure personne, meilleur marketeur, un meilleur leader. Donc je les accompagne beaucoup et même moi, je mets de petits défis pour m'améliorer de plus en plus. Et même quand je fais de conférences, je ne les accepte pas tous non plus. J'adore parler, j'adore participer dans ce podcast de conférences, mais j'ai choisi surtout les organisations où j'y crois avec ses valeurs, où j'y connecte beaucoup avec la personne et qui le sujet, je me dis, ça c'est un sujet où j'en sais beaucoup et j'ai envie de partager mes connaissances. Ou même parfois, je me dis, j'en sais rien, mais ça m'intéresse beaucoup, j'ai envie d'apprendre et je m'approxime. Et aussi, par exemple, moi, je t'en parlais tout à l'heure, j'ai adoré le manager avec qui j'ai bossé chez mes anciens employeurs. Et c'est pour ça que maintenant, quand il y a des jeunes qui me disent « je cherche une personne pour m'accompagner dans ma carrière », j'ai dit toujours oui. Je les accompagne, ils posent ses problèmes. Et parfois, je me dis qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je donne comme conseil, mais ça me plaît à accompagner ces gens-là aussi. Donc toute ma vie, je cherche à avoir un impact. Au moins, je me pose la question, pourquoi j'ai fait ça? J'imagine que ça veut dire trouver l'impact ou la raison pour laquelle on fait les choses. Et même pour l'IA, j'essaie de faire la même. Parfois, je me dis, est-ce que j'ai posé cette question à ChatGPT ou à Copilot? Et parfois, je me dis, non, je ne pose pas cette question. Et parfois, je me dis, oui, on va poser cette question. Parce qu'en même temps, je me dis, on ne peut pas tout demander non plus. Genre, est-ce qu'aujourd'hui il fait beau? On doit aussi réfléchir est-ce que j'ai besoin de demander ça à l'IA et pourquoi je demande ça à l'IA, alors je peux regarder par la fenêtre. Ouais, exactement. On prend de mauvaises habitudes au fur et à mesure. Exactement. Ok, trop bien. Écoute, je pense que c'était une bonne conclusion. Tu vois, au final, on n'a pas tant parlé d'intelligence artificielle que ça, mais moi, je te remercie parce que j'ai pris sincèrement un vrai cours sur plein de choses. Ça m'a donné plein d'idées, envie d'explorer plein de choses. Merci beaucoup d'avoir été sur ce podcast avec nous, Clara. Et puis, à très bientôt. Et merci à ceux qui nous ont écoutés sur The Tech Generation. Merci à toi et bientôt, si tu veux, pour une nouvelle séance IA pour le marketing. Ouais, carrément. Avec plaisir. On reprend rendez-vous.